Mon pépitomètre est au maximum. C'est quoi cette Emma Raducanu? Dans cette vidéo, on va revenir sur ses qualités, son style de jeu, cette joueuse tout simplement formidable, gros coup de cœur. Novak Djokovic de son côté étouffe ses adversaires, le petit coquin, et Dominic Thiem se fout à poil littéralement pour un spot publicitaire. C'est votre nouveau digest de l'US Open et c'est parti. Et on attaque ce côté réseau avec Dominic Thiem, quelques nouvelles du joueur autrichien, le vainqueur sortant de l'US Open, qui avait remporté donc la finale en 2020 contre Alexander Zverev, et on a un spot publicitaire très gaulerie qu'on va lire tous ensemble. Regarde, c'est parti. J'arrive pas à le mettre en plein écran, putain. Ouais, si, ça y est, enfin, allez, on est reparti. Dominic Thiem qui retire sa veste. Oh, ok, très bien. Alors, il va plonger tout nu dans une cascade, magnifique, pourquoi? Il se réveille quelques heures plus tard. C'est quoi la transition en fait? Donc, il va nager, et le mec, genre dans la seconde, il se lève inconscient, il est complètement inconscient. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est inconscient? Pourquoi? Du risotto? Ah, il y a du risotto, ok. Il y a du risotto, faut qu'il aille récupérer du risotto, très bien. Donc il est nu, il s'approche du risotto. Attends, il y a du risotto dans un pantalon bleu. Ok, très bien. Scheiße. Oh. Weil die Jugend auf die Natur schaut. Das Megakart. En fait, ça n'a aucun sens, tout ça. Donc voilà où on en est désormais pour Dominic Thiem, en train de récupérer du risotto dans des montagnes à poil, vivant qu'il retrouve les chemins des cours de tennis, notre cher Dodo. Cette séquence, soyons clairs, était quelque peu cringe, mais ce n'est rien à côté de ce qui arrive d'ici quelques instants. Andy Roddick qui parle de Novak Djokovic et qui explique à propos du champion serbe, d'abord, il prend tes jambes, puis il prend ton âme. Et je trouve, Andy, que c'est une excellente lecture de la personne qu'est Novak Djokovic. Il y a un truc avec Novak d'aspirateur de cervelle. On l'avait vu, on s'en souvient en demi-finale à Wimbledon contre Shapovalov. Shapovalov est meilleur et il arrive à remporter le match quand même. C'est un joueur désormais sur le format en 3-7 gagnant qui est quasiment imprenable parce qu'il a cette edge mentale qui est phénoménale. D'ailleurs, je trouve intéressant en 2021, là, il a pas beaucoup joué de matchs à part les grands chelems. Il s'est préservé pour ses grandes occasions et du coup, il a créé une espèce d'aura autour de lui. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes en grand chelem, vous vous dites j'ai 3 manches à remporter contre Novak. En remporter une, ok, pourquoi pas. En remporter 2, déjà incroyable. En remporter 3, bah, c'est impossible en 2021 cette année. Il a tellement de domination mentale. Et ce côté du coup aspirateur d'âme, suceur de cervelle, hein, si on veut le dire d'une manière grivoise, mais nous sommes grivois sur service volé. Novak Djokovic, il a parfaitement intégré ça désormais. Et quand il arrive sur un court, maintenant contre un adversaire sur ce format, bah, il a un avantage déjà significatif quoi qu'il arrive. Et même quand il est mené 6-0, 6-0, 5-0, 40-0, service à suivre pour son adversaire, coup droit penalty, bah, nous on est là dans notre canapé, ouais il va remonter le match quoi qu'il arrive, c'est bon, attends, no stress. Et il y a des personnes qui connaissent pas le tennis à côté de nous qui sont là, mais attends, mais il est en train de perdre le match, il est en train de... c'est une catastrophe, Novak Djokovic va perdre une rencontre. Non, calme-toi, détente, il va remporter la rencontre, il est easy, il a tellement cette edge, cette domination écrasante au niveau psychologique, et je crois qu'on a rarement vu ça en fait hein, sur des cours de tennis. Un petit peu Pete Sampras, un petit peu Roger Federer de temps en temps pendant son prime entre 2004 et 2007, mais sinon là on assiste à un truc assez extraordinaire sans qu'il y ait un niveau de jeu en plus phénoménal. C'est pas un Novak Djokovic oufissime hein, depuis le début du tournoi, mais il arrive bon an mal an avec cette emprise à remporter ses rangs. Ah, attendez, il y a Daniil Medvedev qui a un message pour nous, un message à nous faire passer. Daniil, oui, on t'écoute, c'est à toi Daniil. Oui. À gauche, à droite, en haut, à gauche, à droite. Là, dans le ciel. En haut, elle est bonne? Elle est fausse. Slice, dehors, hein? Ouais, je comprends rien. C'est lourd, Daniil, lourd. On reprend notre sérieux quelques instants avec la pépite Emma Raducanu. On va en parler en long, en large et en travers dans le coin tactique. Mais d'abord, je sais tes maths, 15 pour se hisser en quart de finale de l'US Open. Emma Raducanu n'a perdu que 15 petits jeux dans le tableau final pour retrouver une joueuse au bilan aussi impitoyable à New York. Il faut remonter au parcours de Serena Williams en 2013, 13 jeux perdus. Et en termes de précocité, la jeune joueuse britannique, on le voit, plus jeune joueuse qualifiée pour les quarts de finale à l'US Open depuis le début du 21e siècle. On voit donc Belinda Bencic, on voit Kim Clijsters, on voit Maria Sharapova, on voit Tatiana Golovin, Tatiana ne manquera tout jamais. Et donc on a ensuite un Emma Raducanu et Leylah Annie Fernandez en duo sur cette édition de l'US Open 2021. Une édition très particulière où on a l'impression qu'il peut tout se passer, sauf qu'à la fin Novak Djokovic va remporter le tournoi, mais on le voit, hein, et d'ailleurs ça fait écho à une prise de position de la part de Frances Tiafoe en conférence de presse, et il dit, hein, on est mort de faim, on voit qu'il n'y a pas Roger, il n'y a pas Rafa, Novak Djokovic, et sur la fin, bon,
sur la fin. Mais donc il dit, hein, on a cette sensation qu'il peut tout se passer, qu'on peut y arriver. C'est un peu open bar là sur cette US Open, tout est un peu fou, il y a du public, et du coup ça galvanise certains joueurs qui sortent des qualifications. On l'a vu avec Gojovzik, on l'a vu avec VDZ également, et je trouve vraiment cette édition passionnante, folle, et justement également avec ce type de performance d'Emma Raducanu qu'on va disséquer maintenant. Et on enchaîne avec le coin tactique, et donc Emma Raducanu, à nous deux, dissection de la pépite britannique, dissection façon de parler, hein. On n'est pas en cours d'SVT à disséquer des grenouilles. Donc Raducanu, on va voir sa première grande qualité, je trouve, c'est son centre de gravité qui est extrêmement bas. Vous le voyez ici dans cette position, elle est toujours campée sur ses jambes, elle est prête en fait à rediriger ses courses à gauche, à droite, devant, derrière, et donc elle a une grande mobilité. C'est un format d'1m75, Emma Raducanu, et donc ça c'est sa première force, je trouve, c'est qu'elle est très basse, très compacte, et quand la balle arrive, elle va pouvoir bien être cramponnée dessus avec un bel appui. Là vous voyez les deux jambes qui sont en plein ancrage sur le béton. Elle va pouvoir envoyer des missiles. Elle a une très très belle technique, que ce soit en coup droit ou en revers. Il y a plus de capacité à envoyer des scuds, des merguez, des saucisses, des chorizo extra forts côté coup droit, parce que elle arrive à bien accompagner, bien transitionner également avec une belle rotation sur ce coup. Mais voilà, ça c'est sa première qualité, c'est son extrême mobilité et son sens de l'anticipation aussi qui est génial. On va le voir dans la prochaine palette. Deuxième élément d'importance pour Emma Raducanu, c'est une joueuse très intelligente sur un court de tennis. Ça crève les yeux si on l'observe. Alors attention, à précision, Rogers, elle a fait un match épouvantable, hein, sauf en début de rencontre où elle a réussi à poser des difficultés à Raducanu. Il y a 2-0 au début, ensuite ça tourne complètement. Donc attention à ça. Évidemment, il faudra mettre des nuances sur ce qu'on a observé, mais quand même, on le sent. Raducanu, c'est une joueuse qui est brillante en termes d'intelligence et d'anticipation. On le voit précisément sur cette palette. Alors là, on a Rogers qui a les yeux rivés sur sa balle pour pouvoir servir, et vous le voyez ici, Raducanu qui va commencer par se positionner dans le couloir, et une fois que Rogers a les yeux rivés sur la balle, elle va, la petite maline, se propulser sur la gauche. Du coup, Rogers se dit, je vais mettre un service sauté, j'ai la place. Elle est très très loin pour anticiper un service court croisé. Eh bien non, elle est déjà dans cette position au moment où la frappe a été effectuée de la part de Rogers. Elle va pouvoir gicler ici en avançant de 50-70 cm, et il y a peu de joueurs qui font ça. Il y a peu de joueurs qui sont mobiles sur la latéralité au moment de l'impact. C'est souvent en fait des joueurs qui sont là et qui vont avancer d'un mètre pour essayer de couper les angles, couper les trajectoires. Mais non, elle, Raducanu, elle avance, et en plus, quand elle impacte ici, elle va pouvoir envoyer une merguez immédiatement droit devant, et c'est son style de jeu. En plus, on va le voir dans la prochaine palette, c'est l'asphyxie. Donc vous combinez anticipation, intelligence et asphyxie dans le jeu, vous vous retrouvez avec une joueuse qui a beaucoup de qualité pour remporter des matchs aisément. Troisième palette sur la pépite Raducanu, cette ultra agressivité de sa part. Ici on le voit, retour de service, elle est à l'intérieur du court, elle est dans le couloir en plus en décalage pour envoyer un scud droit devant qui va complètement exploser la carcasse de Rogers. Elle va remporter le set avec cette accélération. Donc on le voit, et je trouve que c'est son ADN tennistique, c'est donc cette grande mobilité, cette agression permanente, systématique de sa part. Ça en fait une joueuse fantastique à regarder, je trouve, très complète, très enthousiasmante, très emballante à regarder, parce qu'on a du spectacle, on a une joueuse qui est mobile, on a une joueuse qui est aussi un peu à la manière, je trouve, de Maria Sharapova, en train de s'encourager en permanence, essayer de se remobiliser après un départ un peu pas top, hein, où elle est menée 2-0. Elle arrive quand même à rester dans le combat, et on sent qu'il y a un matelas de confiance, un matelas de sécurité également dans ses frappes, parce que même si elle envoie des saucisses, c'est pas des attaques qui sont à ras le câble, hein, ça passe avec une certaine sécurité. Donc là, on a un package qui va être super intéressant à suivre pour le quart de finale et pour la suite de sa carrière. Raducanu, là, c'est vraiment une petite merveille, un petit bonbon. Autre joueur, autre palette dans ce coin tactique, on va être rapide, hein, juste 2 palettes sur Alexander Zverev, sur un match en 3-7 remporté par Sacha Zverev. Ici, une séquence que j'ai trouvée pertinente, ça a été donc le service, deuxième balle, et on l'a vu donc Sinner positionné à 1m50 de la ligne en gros. Deuxième balle, il va reculer d'1 mètre, et qu'est-ce que va faire Sacha Zverev à ce moment-là? Eh bien écoute, tu recules, tu me laisses prendre les devants, et bien je vais faire un service volé, donc un gros service ici, il va avancer, il va déposer une volée simple. Ça, je trouve pertinent de la part de Zverev. On le voit 5-4, il servait pour le 7, et il va essayer de surprendre son adversaire qui recule sur la deuxième balle de service. Bah ok, écoute, tu me laisses les initiatives, et on le voit, et ça c'est très symptomatique du tennis moderne. Si vous laissez à votre adversaire le temps de pouvoir vous agresser, eh bien il va pas se priver de le faire. Deuxième palette sur Zverev, la qualité de retour, parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu. On parle de son service, on parle de son revers, voilà, ça vous connaissez les points, on en a déjà parlé sur la chaîne, on va pas y revenir. Non, je voulais vous
parler dans cette palette rapidement de sa qualité de retour. Il utilise à merveille son envergure pour pouvoir retourner les services adverses. Ici, il va envoyer un missile dans la diagonale qui va faire très très mal à Sinner. Bordel de merde, excusez-moi. Donc on voit, donc c'est un bon retourneur Zverev. Au niveau des stats, on est à 31-51, donc 31% de points remportés sur premier adverse, 51 sur deuxième adverse. Et ce sont des statistiques qui sont peu ou prou égales à celles de Roger Federer, qui n'est pas un retourneur all-time, mais qui est un bon retourneur solide. Si on compare avec Novak, c'est 34-55. Donc c'est pas un... 55 bien sûr, donc c'est pas un retourneur d'élite, c'est pas un retourneur all-time pour l'instant. Est-ce qu'il va réussir à améliorer sa qualité de retour? Je suis pas précisément sûr, mais le truc pour lui c'est que ses premières balles, il envoie des scuds dans tous les sens, 17 ace hier. Ce qu'il faut pour lui, ça va être de limiter au maximum ses déficiences en retour de service, essayer de mettre la pression dans ce secteur-là. On le sait, les meilleurs joueurs maintenant, ce sont des gros serveurs et également des super retourneurs. Djokovic, Daniil par exemple, premier, deuxième mondial. Donc Zverev a surveillé de ce côté-là, assez sous-côté je trouve, sa qualité de retour. Et on enchaîne sur la reco du jour, un rendez-vous exceptionnel ce soir, immanquable à 18 h, Daniil Medvedev contre Botic, 22 ans de Schulp, ce sera à suivre en direct commenté avec toute la communauté des GOAT sur ma chaîne Twitch, ma chaîne Twitch, putain, ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à passer comme d'habitude, grosse ambiance dans le chat, belles interactions et tout, donc ce sera avec grand plaisir si vous souhaitez suivre ce premier quart de finale à l'US Open avec moi. Pour les autres, on se retrouve demain pour un nouveau digest de l'US Open. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des burgers.